Nous allons étudier l'État et la justice sociale, voir comment l'État essaie de lutter contre les inégalités par la politique fiscale, c'est-à-dire les impôts, par la redistribution, c'est-à-dire les allocations, par le service public et la discrimination positive. Depuis les années 80, les inégalités ont beaucoup augmenté dans le monde occidental. Mais tout le monde n'a pas la même approche de ces inégalités. Par exemple, pour beaucoup d'Américains, eh bien, si quelqu'un est pauvre, c'est certainement en grande partie de sa faute, parce qu'ils considèrent que la compétition sociale est tout à fait juste, donc ceux qui ne réussissent pas, eh bien, c'est parce qu'ils sont moins méritants ou moins travailleurs que les autres, et qu'il n'est donc pas nécessaire de les aider. Contrairement aux Américains, les Européens pensent souvent que, eh bien, si quelqu'un est pauvre ou s'il fait partie des défavorisés, c'est en grande partie parce que, bon, il est issu de milieux qui sont défavorisés, parce qu'il n'a pas eu de chance, parce qu'il se heurte à un système qui l'écrase, et donc, finalement, il est nécessaire de l'aider parce qu'on ne peut pas considérer que dans une société riche, il y ait des gens qui soient très pauvres et hors cadre social. Donc, dans les pays européens, l'État va chercher à corriger les inégalités de revenus, essayer de les réduire, d'une part en utilisant la politique fiscale. Comment utiliser la politique fiscale? Eh bien, en imposant. Ce sont les impôts sur le revenu sont des impôts progressifs, ce qui signifie que ceux qui gagnent le plus sont nettement plus imposés que ceux qui gagnent le moins, et ensuite en taxant le capital, le patrimoine au moment des successions et les bénéfices. Tout ceci donc va permettre la deuxième politique, qui est une politique de redistribution, c'est-à-dire que le marché a distribué d'une certaine manière les ressources et l'État, donc, en ayant pris des impôts ou des taxes, va pouvoir redistribuer, c'est-à-dire donner des allocations qui sont des allocations qui dépendent du revenu des ménages. Ce sont les ménages à faible revenu qui vont avoir un maximum d'allocations. Le type de revenu que distribue l'État, c'est par exemple le RSA. Il y a aussi la CMU qui permet à ceux qui ne cotisent pas de pouvoir avoir quand même la possibilité de se soigner. Il y a par exemple les bourses pour les étudiants dont les familles ont des problèmes pour que ces étudiants puissent poursuivre leurs études. Il y a des allocations pour parents isolés, pour enfants handicapés, etc., etc. Donc ces allocations sont fonction du revenu des familles. Donc l'État, par ce moyen, cherche à diminuer les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Bon, cette diminution n'est pas très importante, mais c'est un essai et il est partiellement concluant. Voyons voir ce que donne la fiscalité en France. Si je prends les 5% les plus riches, ces 5% les plus riches ont 24% de revenus déclarés et ils payent 62% des impôts au total. Si je prends les 5% suivants, eh bien, ils ont 10% de l'ensemble des revenus et payent 12% de l'impôt. Si j'ajoute les deux, c'est-à-dire si je prends donc le dernier décile, il va représenter 34% des revenus et 74% des impôts. Donc on voit qu'effectivement, c'est la tranche la plus haute qui paye le plus d'impôts et qui représente donc la part d'impôts la plus importante. Si je prends maintenant les 50% les moins riches, ils n'ont que 20% de l'ensemble des revenus, mais ils ne payent pas d'impôts. En effet, la moitié des ménages français sont considérés comme pas assez riches pour payer des impôts. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une volonté de diminuer les inégalités en France par la fiscalité. Les taux d'imposition sur les revenus les plus élevés, n'est-ce pas à un moment donné dissuasif? C'est ce que disait Laffer avec sa célèbre courbe, appelée la courbe de Laffer, où il faisait remarquer
Ceci, en fait, n'est pas vérifié statistiquement, mais c'est ce qu'il pensait. Il a fait remarquer que les rentrées fiscales que l'on trouve ici en ordonnée ne dépendaient pas des taux d'imposition que l'on trouve ici en abscisse. En effet, au début, lorsque les taux d'imposition sont relativement faibles, il pense que les rentrées fiscales augmentent. Elles vont augmenter jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à un certain taux d'imposition, lequel, en fait, on ne sait pas exactement. Mais il pense qu'ensuite, si les taux continuent à augmenter, eh bien, les recettes fiscales vont baisser parce que ce taux est dissuasif et que plus personne ne veut continuer à travailler pour être obligé de verser quasiment tout son surplus à l'État. C'est ce qu'il pense. Or, regardons la réalité. On s'aperçoit ici que nous avons des courbes qui représentent le taux d'imposition sur les revenus les plus élevés. Et que remarque-t-on en prenant à partir de la guerre, parce que avant, bon, ça nous intéresse moins, eh bien, que remarque-t-on à partir de la guerre? Eh bien, juste après la guerre, enfin, pendant et après la guerre, c'est-à-dire de 40 à 50, les taux d'imposition marginaux étaient extrêmement élevés, puisqu'ils étaient entre 90 et 98% pour beaucoup de pays. C'est-à-dire d'une part pour le Royaume-Uni, ici en marron, d'autre part pour les États-Unis en rouge, et même en vert pour l'Allemagne. On remarque ensuite qu'il y a une période de 50 jusqu'à 70 à peu près, où finalement les taux d'imposition restent importants, surtout en Angleterre, où ils sont à 90%, c'est-à-dire que les plus riches ont un taux maximum de 90%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une période qui va tout changer. Cette période, on la voit ici. On voit un changement radical, non seulement pour l'Angleterre, mais pour la plupart des pays. C'est le début des années 80. De 80 à 85, les taux vont baisser de manière extrêmement importante. D'abord, en Angleterre, on voit qu'ils étaient de 98% et ils tombent rapidement jusqu'à à peu près 40%. C'est l'époque de Madame Thatcher. Mais si l'on prend les États-Unis, on voit le taux avait d'abord baissé une première fois, mais en fait baisse de manière extrêmement importante, exactement à la même période. C'est l'époque de Reagan. Et arrive même nettement plus bas, puisque là, ils sont à 28%. Donc le taux maximum que l'on puisse donner, c'est un taux de 28% pour les plus riches. Et qu'est-ce qu'on remarque ensuite, après cette baisse extrêmement importante, pour quasiment tous les pays, sauf finalement pour l'Allemagne, ici en vert, et même d'une certaine manière pour la France. On remarque qu'il y a une certaine stabilité pendant un certain temps. Cette stabilité, c'est à partir des années 85 jusqu'à la crise. Et que remarque-t-on? Eh bien, on remarque que dans la plupart des pays, il y a de nouveau une baisse. Il y a une baisse ici en violet pour la France, il y a une baisse pour les États-Unis, et il y a simplement une légère remontée pour l'Angleterre. Ce graphique s'arrête en 2011 et depuis 2011, à cause de la crise des dettes souveraines, c'est-à-dire de l'accumulation de dettes de l'État, les taux les plus élevés ont augmenté dans un certain nombre de pays. Malgré tout, il reste encore très inférieur à la période des 30 glorieuses que l'on voit ici, où les taux marginaux étaient extrêmement élevés. On peut donc dire qu'ils sont encore supportables et, malgré ce que pensent les exilés fiscaux, ils ne sont pas vraiment encore dissuasifs. Une autre possibilité pour l'État, c'est d'organiser et de maintenir des services publics qui soient des services publics de qualité. Qu'y a-t-il comme service public très important? Eh bien, il y a par exemple l'éducation. Mieux vaut qu'il y ait une éducation publique, donc accessible à tout le monde, plutôt que beaucoup d'éducation privée. Car en effet, si on ne paye pas d'impôts, on peut quand même aller à l'école. Donc il y a une déconnexion entre le fait de payer des impôts et de pouvoir utiliser un service public. Autre service public, c'est le service de santé. Et là aussi, c'est absolument nécessaire qu'il y ait la possibilité pour chacun de se soigner. Donc, ce sont des services publics, il y en a beaucoup d'autres. Bon, il y a évidemment la justice, la police, etc., qui doivent fonctionner le mieux possible. Donc,
quand ces services fonctionnent bien, comme ils servent à absolument tout le monde, y compris à ceux qui ne payent pas d'impôts, il y a la possibilité donc d'augmenter le niveau de vie de ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale parce qu'ils peuvent utiliser ces services publics. Il est intéressant de voir, parmi toutes les mesures prises par l'État pour réduire les inégalités, quelles sont les plus efficaces. On pourrait penser que les prélèvements, c'est-à-dire impôts, cotisations, taxes d'habitation, etc., peuvent réduire les inégalités de manière importante. En fait, leur part ne représente que 17% de la réduction des inégalités. Les prestations font mieux, c'est-à-dire toutes les prestations familiales, allocations, aide logement, minima sociaux, etc., représentent quand même 32% de réduction d'inégalités. Mais ce qui est le plus important et de très très loin, ce sont finalement les services publics. Les services publics permettent de réduire les inégalités et la part dans cette réduction représente 69%, c'est-à-dire nettement plus que la moitié. Par contre, certains impôts comme la TVA sont négatifs en ce sens que, quel que soit votre revenu, eh bien, lorsque vous consommez, vous payez la TVA. Donc, finalement, c'est un impôt inégalitaire, puisque tout le monde le paye de la même manière, même si les revenus sont élevés ou si les revenus sont faibles. Donc, on est obligé de le mettre en négatif, puisque là, ça ne réduit pas les inégalités, d'une certaine manière, ça les augmente plutôt, puisque les pauvres sont bien obligés de payer la TVA comme les riches. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui est le plus intéressant pour réduire les inégalités, ce sont les services publics. D'abord la santé, mais surtout l'éducation. À un moindre degré, le logement social qui actuellement n'est certainement pas au niveau où il devrait être. Donc, retenons ceci, les services publics, c'est ce qui permet de réduire les inégalités de la manière la plus efficace. La dernière possibilité, ce sont les discriminations positives que l'État peut organiser là aussi. C'est vrai que ce terme de discrimination n'est pas très agréable à entendre et que par exemple le terme américain de affirmative action est beaucoup plus dynamique et agréable, mais en fait le résultat est le même, c'est-à-dire il s'agit d'aider ceux qui, pour des raisons quelconques, sont défavorisés. C'est par exemple le cas des ZEP, des zones d'éducation prioritaire où on essaye de mettre plus d'argent, plus de professeurs, plus de moyens pour aider ceux qui ont un background culturel plus faible que les autres. Donc, là aussi, un effort, comme a fait par exemple Sciences Po pour admettre des élèves venant des banlieues et leur permettre donc d'intégrer une grande école prestigieuse. Nous allons voir maintenant les critiques ou les approbations à propos du rôle de l'État dans la justice sociale. Voyons d'abord les critiques de Hayek. En fait, cette lutte contre les inégalités n'est pas obligatoirement acceptée par tout le monde. En effet, pour certains, c'est un frein à la croissance économique. C'est ce que pensent les ultralibéraux et un exemple d'ultralibéral, c'est l'économiste Hayek qui fut prix Nobel d'économie en 1974 et qui considère que la justice sociale c'est une sorte de mirage et qu'il n'est pas nécessaire de lutter pour réduire les inégalités et qu'au contraire lorsqu'on cherche à réduire les inégalités, eh bien on va faire de la désincitation, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes vont être démotivées et ne vont pas chercher à améliorer leur sort. Les inégalités sont donc le résultat de la participation des individus au marché. Ceux qui sont les plus productifs, ceux qui sont les plus habiles, les plus aptes, les plus efficaces, eh bien, ce sont ceux qui ont les plus hauts revenus. Quant aux autres, ils manquent de productivité, d'efficacité, et donc il est logique qu'ils aient moins de revenus. Finalement, les inégalités vont aussi pousser les individus à l'inventivité, à la créativité pour que justement ils puissent dépasser les autres. Et donc les inégalités sont source de performance et d'innovation. Donc là encore, les diminuer, c'est diminuer la compétitivité d'un pays.
D'autres économistes sont pour l'intervention parce que c'est un progrès social et un moteur pour l'économie. Pour d'autres économistes, au contraire, les inégalités peuvent freiner la croissance économique et donc il est nécessaire qu'on les réduise. Pourquoi? D'abord, il constate. Il donne l'exemple des Trente Glorieuses. Pendant ces Trente Glorieuses, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu une progression économique extraordinaire. Ça a été vraiment la grande période de la croissance économique. Et elle s'est produite en même temps qu'une diminution des inégalités. Donc, il y a peut-être un rapport entre cette diminution des inégalités et la croissance économique des Trente Glorieuses. Et puis, deuxième possibilité aussi, c'est que si on laisse le marché jouer seul et qu'il y a donc quand même une proportion importante d'individus qui ont de faibles revenus, eh bien ces faibles revenus, ça donne une faible consommation. Cette faible consommation va donner une faible demande, donc une production qui ne sera pas optimale et un pays donc qui ne sera pas aussi productif et compétitif que les autres pays qui l'entourent et qui pourraient eux essayer de diminuer les inégalités. En plus, ces inégalités peuvent être inquiétantes au niveau de la santé, par exemple, parce qu'un individu en bonne santé, il a une productivité supérieure à un individu en moins bonne santé. Donc là aussi, la santé peut être nécessaire et doit être efficace pour tout le monde, non pas seulement pour ceux qui ont la possibilité de se soigner. En plus, trop d'inégalités de salaire peuvent provoquer des frustrations, et ces frustrations peuvent amener à des actions sociales dangereuses, de la délinquance, des tensions sociales très fortes, et tout ceci, ou des grèves quand les salariés sont mécontents, et tout ceci finalement c'est contre-productif, parce que pendant ce temps-là on produit moins bien, on produit moins, et donc encore une fois le pays a moins de compétitivité. En plus, les liens sociaux peuvent être distendus et un pays où il n'y a pas un minimum de lien social, où il y a une société où les individus sont en compétition les uns contre les autres, où il y a du stress, n'est pas obligatoirement une société qui fonctionne bien et qui peut être productive économiquement parlant.